Bien, nous l'avions dit, n'est-ce pas, que nous avions fait cette différence entre les morales de type téléologique et les morales de type déontologique, donc en disant que, en ce qui concerne Kant, même le but, le télos, le plus sublime dans le monde n'a rien qui soit moral. Même si on se proposait de réaliser l'état de choses le meilleur possible, n'est-ce pas, ça n'aurait pas de rapport avec la loi morale. Mill tient, à ce que la morale considère les conséquences en ce monde des actions, nous l'avions vu. Cela ne veut pas dire d'ailleurs que Kant ne considère pas les conséquences, mais ces conséquences ne jouent pas de rôle dans la détermination du caractère moral de l'acte. Pour lui, seule l'intention de l'acte compte pour sa valeur morale, et si j'échoue dans l'action qui suit mon intention, cela n'importe pas à la valeur morale de cette intention elle-même. Donc ce n'est pas le succès de l'action qui donne sa valeur morale à l'action, mais l'intention qui l'anime, donc dans le cadre de la bonne volonté. Pour Mill, la règle morale doit être au contraire fonction des conséquences bonnes ou mauvaises des actions. Nous aurons à voir après comment cette considération s'inscrit, enfin se répercute sur la conception qu'a Mill de la justice. Certainement, nous voyons que Mill ne reprend pas le fameux calcul félicifique de Bentham. Il en voit trop bien le caractère naïf et peut-être le caractère redoutable si l'on songe à ce dont nous parlerons dans 2 semaines dans le séminaire Le Panoptique, dont j'avais déjà dit quelques mots la dernière fois, qui, au fond, réduit toute chose et réduit l'homme lui-même à une espèce de mécanique, à un calcul sur la manière dont il peut être conditionné et contient déjà absolument tous les caractères du conditionnement et de la répression moderne. À cet égard, la fiction de Aldous Huxley, le Brave New World, pourrait constituer, n'est-ce pas, un résultat du calcul félicifique de Bentham. Avec Mill, on est assez loin de cela, malgré tout, n'est-ce pas? Pourtant, il maintient la thèse utilitariste, la fin de l'action bonne, c'est le plus grand bonheur du plus grand nombre, n'est-ce pas? Et sur ce point central, il est tout à fait anti-kantien. Ce n'est pas que Kant ait été indifférent au bonheur, mais la recherche du bonheur ne saurait jamais être le principe de l'action morale, comme c'est le cas chez Mill, chez Kant. Kant, du reste, ne dit pas que le devoir est contraire au bonheur, mais seulement que le bonheur doit être sacrifié au devoir si il est incompatible avec lui. On peut penser que Bentham, lui, aurait rangé cette théorie de Kant parmi les morales ascétiques qu'il proscrivait, c'est-à-dire les morales qui, loin de faire du bonheur de tous les hommes la fin ultime, poussent les gens justement vers des formes de malheur au nom de certaines règles. Alors, je prends dans le texte la définition que Mill donne de l'utilitarisme, la doctrine qui donne comme fondement à la morale l'utilité ou le principe du plus grand bonheur, à la page 48 de cet ouvrage. Donc l'utilité revient au même que de dire le principe du plus grand bonheur, affirme que les actions sont bonnes, c'est-à-dire sont right en anglais, ou sont wrong, mauvaises, dans la mesure où elles tendent à accroître le bonheur, si elles sont droites, n'est-ce pas, ou à produire le contraire du bonheur, si elles sont wrong, mauvaises. Par bonheur, on entend le plaisir et l'absence de douleur. N'est-ce pas? Ça, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait ambigu et difficile, parce qu'évidemment, n'est-ce pas, que c'est une définition extrêmement réductrice.
Il n'est pas du tout dit que le bonheur se réduise au plaisir, même si les plaisirs sont de qualité très supérieure. On ne sait pas très très bien ce que c'est que le bonheur, ni quand quelqu'un voit son désir véritablement rempli, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'assez difficile à dire. Mais enfin, il s'en expliquera après, n'est-ce pas? Et il s'en explique tout au long. Pour lui, ce terme est concret. Il s'agit de penser à des douleurs bien définies dans le monde, à la suppression de ces souffrances humaines vers un état de plus grand bonheur. Par malheur, unhappiness, la douleur et la privation de plaisir. Voilà, n'est-ce pas? Pour donner une vue claire de la règle morale posée par la doctrine, de plus amples développements sont nécessaires. Il s'agit de savoir en particulier quel est pour l'utilitarisme le contenu des idées de douleur et de plaisir, et dans quelle mesure le débat sur cette question reste ouvert. Là, il mentionne quand même la difficulté. Mais ces explications supplémentaires n'affectent en aucune façon la conception de la vie sur laquelle est fondée cette théorie de la moralité, à savoir que le plaisir et l'absence de douleur sont les seules choses désirables comme fin. Et que toutes les choses désirables, qui sont aussi nombreuses dans le système utilitariste que dans tout autre, sont désirables soit pour le plaisir qu'elles donnent elles-mêmes, soit comme des moyens de procurer le plaisir et d'éviter la douleur. Ça, c'est une définition très claire et nette, n'est-ce pas? Mais on notera, vous noterez ici que la parenthèse à la fin du texte, les choses désirables, qui sont aussi nombreuses dans le système utilitariste que dans tout autre, que cette parenthèse permet à Mill de réintroduire dans l'utilitarisme toutes les valeurs morales traditionnelles, à titre soit de moyens, soit de partie, comme il dira, du bonheur, n'est-ce pas? Ça ne revient pas à quelque chose de trivial, je veux dire, ça ne revient pas à dire que l'utilitarisme n'est rien d'autre que les anciennes théories, ça, parce que tout de même, il y a cela de plus qu'on affirme que toutes ces autres valeurs, la sagesse, le courage, les vertus, etc., que toutes ces autres valeurs sont là en vue du bonheur, ou en tout cas, parfois il dira qu'elles ne sont pas vraiment subordonnées, comme partie de ce bonheur, n'est-ce pas? Alors, l'utilitarisme reste entier, enfin la doctrine benthamiste reste entière là. Mais enfin, on pourra mettre la vertu, la justice, la modération, la maîtrise de soi, toutes les qualités morales, sous la dénomination des choses qui conduisent au bonheur ou qui en font partie, n'est-ce pas? Et l'on dira que ces choses, en définitive, font partie de ce qui rend heureux et que c'est pour cela qu'il faut les acquérir. En effet, dirait Mill, pourquoi donc voudrions-nous être vertueux ou justes ou modérés, etc., si cela devait aboutir à des conséquences désastreuses, n'est-ce pas? Nous ne le voudrions pas. Bien entendu, là, il faut tenir compte, il ne s'agit pas d'utilitarisme égocentrique ou égoïstique, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler, puisqu'il va s'agir constamment chez Mill d'un point de vue social, du point de vue de la sympathie, et que ce bonheur, pas nécessairement un bonheur de possession égoïste, mais un bonheur partagé, ou en tout cas on doit tenir compte justement, dans une forme d'altruisme social, du bonheur des autres, bien entendu. Et dans cette mesure, alors, c'est vraiment le bonheur, et le bonheur général, qui, en fin de compte, n'est-ce pas, qui se trouve être la fin ultime. C'est entre autres parce que Mill maintient toutes ces valeurs qu'il pense pouvoir répondre aux détracteurs de l'utilitarisme qu'il accuse de bassesse, justement, et d'égoïsme. Il reprend là la défense des épicuriens en soulignant que les plaisirs de l'homme dépassent de loin ceux des animaux et en rétablissant la distinction entre la qualité des plaisirs, distinction qui était rejetée par Bentham. Alors, Mill distingue les plaisirs vulgaires des plaisirs élevés, nous l'avions vu dans un séminaire, et il pense que les hommes, en général, préfèrent ces derniers, les plaisirs élevés.
Il dira, ce qui est assez juste évidemment, peu de créatures humaines, à la page 52, accepteraient d'être changées en animaux inférieurs sur la promesse de la plus large ration de plaisir de bêtes. Aucun être humain intelligent ne consentirait à être un imbécile, aucun homme instruit à être un ignorant, aucun homme ayant du cœur et une conscience à être égoïste et vil, même s'ils avaient la conviction que l'imbécile, l'ignorant ou le gredin sont, avec leur lot respectif, plus complètement satisfaits qu'eux-mêmes avec le leur. Il dira à un autre endroit, n'est-ce pas, mieux vaut Socrate insatisfait qu'un porc satisfait. C'est cela. Vous voyez bien ici ce que certains autres moralistes pourraient dire, n'est-ce pas? Par exemple, Pascal, qui précisément nous prêche au fond un abêtissement supérieur. Alors, une façon d'humilier l'intelligence, d'humilier la culture et d'humilier toutes ces qualités dont parle Mill, justement, dans la charité, qui est d'un ordre différent de celui de l'esprit, n'est-ce pas? Puisqu'il y a la chair, l'esprit et puis le cœur, ou la charité. Chez Pascal, ces trois ordres de valeurs, dans l'ordre ascendant. Alors, il existe une manière de se faire ignorant et de se faire humble, et de se faire, dans le fond, presque bête, et le mot y est chez Pascal, qui est un renoncement volontaire à tous les dons de l'esprit et qui correspond à une attitude précisément de charité. Alors nous sommes aux antipodes d'une pensée de ce genre ici, n'est-ce pas? Chez un homme comme Bentham, quel est l'homme intelligent qui voudrait être un imbécile? Pascal aurait dit la même chose, sauf sur le plan de la grâce, n'est-ce pas? Sans doute, n'est-ce pas? Alors là, il ne s'agit pas de trancher, n'est-ce pas? Mais nous voyons comment Mill se défend lorsque on lui dit que le plaisir est une fin basse ou égoïste. Et il distingue le bonheur et la satisfaction, content. Alors, la satisfaction d'un besoin, il n'y a pas que Mill qui fait cette distinction entre la satisfaction d'un besoin et puis la joie ou le bonheur, qui sont deux choses assez différentes. On trouve même chez Lévinas une distinction un peu semblable entre la satisfaction d'un besoin et le désir de l'autre, le désir de Dieu, le désir de l'infini, qui est autre chose que... enfin, qui ne peut pas être satisfait, n'est-ce pas? Et puis, il y a quelque chose presque de ce genre, parfois, chez Mill, n'est-ce pas? Où il nous dit, au moins dans notre humanité actuelle, l'homme, par noblesse, souvent, préférera rester insatisfait, trouvera même un bonheur plus grand à rester insatisfait ou à se sacrifier pour autrui, bien qu'il ne donne pas une valeur positive au sacrifice, comme nous le verrons. Il dit que dans l'état actuel des choses, n'est-ce pas, on trouvera peut-être un bonheur plus grand à se sacrifier pour les autres dans le monde où nous sommes, de sorte qu'il fait vraiment une distinction ici. Bien entendu, il y aurait certainement, chez lui, il y a cette distinction. Il ne s'agit pas du tout d'un bonheur qui serait assimilable à la pure possession. Et par exemple, au fait de prendre tout pour soi lorsqu'il y a très peu de nourriture ou des choses de ce genre, n'est-ce pas, et de ne rien laisser aux autres, sous prétexte que ça donne plus de bonheur. Il y aura d'ailleurs une ambiguïté dans l'utilitarisme là-dessus, sur la distribution, n'est-ce pas, et sur la justice, précisément, n'est-ce pas. Ça n'aboutira jamais chez Mill à justifier des conduites de pure possessivité, d'ailleurs, quand même, n'est-ce pas. Mill, du reste, sait assez que dans cette distinction entre les plaisirs élevés et les plaisirs bas, les hommes préfèrent souvent les plaisirs inférieurs, n'est-ce pas? Et il dit d'une manière un peu pessimiste, l'aptitude à éprouver des sentiments nobles est, chez la plupart des hommes, une plante très fragile et qui meurt facilement.
semble penser aussi que les hommes, en avançant en âge, deviennent de moins en moins capables de ces plaisirs nobles. Bon. Mais enfin, si quelqu'un envisage rationnellement cette différence de qualité, il ne peut pas manquer de préférer les plaisirs élevés, et Mill parle de gens compétents, qui seraient des gens qui auraient goûté des deux plaisirs, et qui précisément préféreraient nécessairement les plaisirs élevés. Cette distinction est évidemment discutable, n'est-ce pas? Et elle ne serait pas valable si Mill ne lui ajoutait pas l'idée que l'idéal utilitariste, c'est le bonheur général et non pas le bonheur personnel. On pourrait dire, par exemple, qu'il y a de grands scélérats qui ont été très raffinés, très cultivés, et qu'on trouverait des gens sensibles à toutes sortes de finesses et de valeurs subtiles parmi des tortionnaires ou des gens de ce genre. Je ne pense pas que Mill envisageait ces problèmes-là, n'est-ce pas? Du reste, il fait des distinctions à un moment donné entre les valeurs proprement morales et les valeurs esthétiques ou d'autres formes de valeurs, malgré tout, n'est-ce pas? En fait, il s'agit d'aboutir à la plus grande somme de bonheur altogether, dans l'ensemble, et Mill va plus loin ici même, non seulement pour tous les hommes, mais pour tout être vivant dans la mesure du possible, dit-il. On se demande évidemment un petit peu ce que cela veut dire. On peut peut-être essayer de le comprendre, n'est-ce pas? Ne serait-ce que dans les débats actuels sur la vivisection, par exemple, n'est-ce pas? Que la question de la souffrance et du bonheur ne se pose pas seulement pour l'homme. Il est possible que dans les siècles futurs, notre attitude vis-à-vis des animaux apparaisse comme une attitude de barbare complet, n'est-ce pas? C'est très possible, cela. Alors, ici, on peut imaginer, n'est-ce pas, cette vision, même beaucoup plus large, d'une harmonie ou d'un bonheur qui pourrait régner et qui concernerait même presque tous les êtres vivants, qui nous ramènerait presque à une forme de l'âge d'or. À quoi on lui répond, et il pense là à Carlyle, que le bonheur est inaccessible. Et là, ça c'est une position que l'on retrouvera bien souvent. On la trouve chez Schopenhauer, on la trouve chez Sartre, par exemple, n'est-ce pas? Nous aurons à revenir là-dessus. Mais Mill ne pense pas du tout véritablement à une sorte de félicité métaphysique ou à la vision béatifique ou à l'être de Dieu. Il pense à un bonheur limité, humain, et à une diminution graduelle des souffrances. C'est à cela qu'il pense. Et il accorde ici une grande importance à la culture comme source de bonheur, puisque celui qui ne s'intéresse à rien, qui n'a pas été éveillé aux plaisirs élevés, ne saurait être vraiment heureux, n'est-ce pas? Et Mill croit énormément dans la valeur de l'éducation ici, l'éducation du goût, l'éducation aussi disons, de l'ouverture à autrui et à l'humanité en général. Il est même très très optimiste là-dedans, en pensant que la nature humaine se laissera transformer ici et que dans l'éducation on pourra faire en sorte que l'homme prenne conscience de plus en plus de ses liaisons avec ses semblables, ses liaisons sociales, n'est-ce pas? Mais il avait été influencé et il a eu une correspondance avec Auguste Comte, n'est-ce pas? Ça, il faudra peut-être en parler rapidement, mais évidemment, il a refusé, nous pourrons y revenir, il a refusé les aspects extrêmes de la religion sociale d'Auguste Comte, qui rétablit toutes sortes de contraintes, bien pires que les contraintes des églises dans sa religion de l'humanité. Mais ça, il faudra en reparler.
Mill a pourtant conscience des maux de l'existence, certainement, n'est-ce pas? Et après les avoir énumérés, il soutient pourtant que le progrès de la société peut les atténuer ou même les supprimer. Il dit cela à la page 63 ici. Et cependant, oui, parmi les gens dont... Pardon, attendez, c'est pas ça. Bon, simplement, je cite simplement cette phrase ici. Bref, toutes les grandes causes de souffrance humaine pourraient être, dans une large mesure, et pour beaucoup d'entre elles, presque entièrement maîtrisées par les soins et l'effort humain, à la page 63. Et il a parlé au début de la pauvreté qui engendre la souffrance, pourrait être supprimée par la sagesse de la société, et puis la maladie qui pourrait être réduite par une bonne éducation physique et morale et un contrôle approprié des influences pernicieuses, etc. C'est à la médecine, à la prévention, à toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Quant aux vicissitudes de la fortune, et c'est peut-être là où il est le plus faible, elles sont dues surtout à de graves imprudences, à des désirs mal réglés, ou encore à des institutions sociales mauvaises et imparfaites. C'est évidemment peu dire, n'est-ce pas, puisque si quelqu'un perd dans un accident quelconque quelqu'un qu'il aime, ce n'est pas forcément dû à ces causes-là. Et c'est peut-être quelque chose qui sera à jamais impossible de supprimer, n'est-ce pas? Ça, Mill le considère peut-être pas tellement, n'est-ce pas? Il ne considère pas d'ailleurs non plus le goût qu'il peut y avoir chez l'homme à affronter ses souffrances ou ses malheurs, n'est-ce pas? Parfois de manière totalement gratuite. Je ne sais pas ce qu'il aurait pensé des gens qui, les uns après les autres, vont se faire tuer en montant au Cervin avec un équipement insuffisant, n'est-ce pas? Simplement par goût du risque, ou dans d'autres domaines, n'est-ce pas? Je ne pense pas que Mill ait considéré tellement ces problèmes-là. Il voyait plutôt une société qui s'harmoniserait peu à peu, n'est-ce pas? Et se cultiverait, enfin, peut-être s'adoucirait peu à peu. Je ne voudrais pas trop exagérer là-dedans, parce qu'il y a aussi un culte de l'énergie chez Mill, mais quand même, n'est-ce pas? Bon. Alors, cette vue optimiste contraste fortement, n'est-ce pas, avec celle de Kant ou de Schopenhauer, pour qui l'homme est affecté d'un mal indéracinable. Donc, ce que lui disait Carlyle, que le bonheur est impossible, c'est tout de même bien quelque chose dont on ne pourrait pas dire de Kant à proprement parler, mais en tout cas de Schopenhauer ou de Sartre. Il faut dire d'autre part en faveur de Mill que dans des domaines concrets, où il n'est pas question de notre manque métaphysique, du manque d'être que nous avons selon Sartre, n'est-ce pas? Mais où il est question de diminuer les souffrances, de lutter contre la maladie, la misère, la faim, etc., n'est-ce pas? Alors ça, c'est un domaine où ce que dit Mill a son sens. Mais Mill n'a certainement pas aperçu toute la difficulté de la question, c'est-à-dire de l'organisation sociale en faveur de ce plus grand bonheur, n'est-ce pas? L'amélioration des institutions sociales, de l'éducation, etc., telle qu'il la voyait, pourra-t-elle vraiment parvenir à maîtriser les causes de souffrance de l'homme, comme il le pense, n'est-ce pas? Mill n'a certainement pas vu, à son époque, je crois, que l'organisation sociale, dans son progrès, crée des problèmes nouveaux, crée des maux nouveaux, et que nous sommes très loin de voir le moment où l'humanité aura maîtrisé les grandes causes de souffrance, comme il dit, n'est-ce pas? Mais je ne pense pas que Stuart Mill pouvait, à cette époque-là, prévoir ce qu'on appelle les maux de civilisation, c'est-à-dire les maux créés par la civilisation, parce qu'il est encore trop près des maux non civilisés, n'est-ce pas, auxquels
auxquels la société a eu affaire depuis le Moyen-Âge et jusqu'à nos jours, il est encore trop près des mots qui sont simplement des mots, comme ceux qui existent en Afrique actuellement, n'est-ce pas, pour penser peut-être aux mots de civilisation qui proviendraient eux-mêmes d'un état hyper civilisé du monde. Je crois qu'il ne pouvait pas penser cela comme il ne pouvait pas penser la pollution, la drogue ou d'autres problèmes de ce genre. Certains mots de la civilisation ont été prévus d'ailleurs déjà à ce moment-là, n'est-ce pas? Mais tout de même, je pense qu'on les voyait relativement mal à ce moment-là. C'est quelque chose sur quoi il faudra revenir, cela, n'est-ce pas? Je veux dire par là que il y a toujours deux points de vue sur ce genre de choses, n'est-ce pas? Vous pouvez voir ça quand vous lisez les ouvrages de Sartre qui s'appellent Situation, sur les événements politiques au Congo ou ailleurs, n'est-ce pas? Ou sur la situation ouvrière. Il y a, dans le fond, cette idée qui s'est accordée avec une certaine forme de marxisme chez Sartre, que dans le fond, il n'y a pas vraiment d'amélioration du sort des gens, que le mal est beaucoup plus profond, n'est-ce pas, et que, dans le fond, les problèmes qui seraient des problèmes d'amélioration du niveau de vie et des conditions de vie sont des problèmes factices dans cette perspective de Sartre, parce qu'elle masque l'homme à lui-même. Mais ça, je voudrais revenir là-dessus une autre fois. Mill répond aussi, dans son texte, à l'accusation de froideur et d'indifférence aux personnes qui étaient portées contre l'utilitarisme et qui n'étaient pas portées entièrement à tort, pour qui a lu le Panoptique de Bentham, par exemple. N'est-ce pas? Ça, il faut le dire. Et cette critique que nous avions vue chez Dickens n'est pas entièrement infondée. Mais Mill y répond, à page 73 par exemple, en disant « Si, en formulant cette objection, on veut simplement dire que beaucoup d'utilitaristes se préoccupent trop exclusivement de la moralité des actes, appréciés selon la règle utilitariste, et n'attachent pas une importance suffisante aux autres beaux traits de caractère qui tentent à rendre un être humain aimable ou admirable, l'objection est recevable. » Certains utilitaristes qui ont développé leurs sentiments moraux, mais non leurs sentiments sympathiques, ni leurs connaissances artistiques, tombent à coup sûr dans cette erreur. Mais y tombent également tous les autres moralistes qui se sont placés dans les mêmes conditions. Alors, il veut dire par là qu'il y a eu des rigoristes dans toutes les morales, des pédants, et des gens qui n'ont la vue fixée que sur la morale et ne savent pas envisager l'ensemble de la personnalité d'un homme ou d'un enfant, par exemple, et donc agissent avec cette sorte d'aveuglement mécanique qui fait qu'on n'est pas sensible à autrui, véritablement. Mais alors, il dira que ce n'est pas le propre des utilitaristes d'être froids et calculateurs de cette façon, que n'importe quelle morale étant fondée sur des règles, vous trouverez toujours des gens qui considèrent ces règles d'une manière pédantesque et purement mécanique et qui ne sont pas capables d'apprécier l'homme dans son ensemble. C'est ce qu'il répond à cela. C'est une réponse qui n'est pas tout à fait suffisante, si l'on veut, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs assez difficile, cette question-là, n'est-ce pas? C'est vraiment assez difficile, parce que si vous envisagez, par exemple, des personnages dans toute leur complexité, comme des personnages de romans de Dickens, sont des individualités, n'est-ce pas? Et que vous considérez cela, et vous mettez dans ce roman, dans toute cette situation globale de sentiments, n'est-ce pas, de cette situation particulière du roman. Vous mettez un personnage
qui s'occupe de quelque chose de général, comme de faire marcher une usine, ou de, n'est-ce pas, comme cela. Puis vous lui donnez un caractère impitoyable ou pédantesque, ou comme cela, n'est-ce pas? Alors, évidemment, le lecteur de roman va voir dans ce personnage une caricature, n'est-ce pas? Il va voir quelqu'un qui ne sait absolument pas comprendre son entourage, et qui n'a aucun esprit de finesse, comme dirait Pascal, mais seul l'esprit de géométrie. Mais alors, considérer un autre contexte qu'un roman ou qu'une œuvre littéraire, considérer la façon dont le problème des prisons se présentait à l'administration, au gouvernement, à l'administration et à la police au XIXe siècle en Angleterre, vous changez de registre. Vous avez affaire à trouver des solutions pour un grand nombre d'hommes, assez grand nombre, pas comme dans les prisons françaises actuelles, mais un assez grand nombre d'hommes. Et il s'agit de bâtir des bâtiments, il s'agit d'architecture, comme M. Menou en parlera, je crois. Il s'agit d'architecture, il s'agit de surveillance, il s'agit de toutes sortes de choses, n'est-ce pas, qui sont considérées sous un angle absolument anonyme. Parce qu'on a affaire à un grand nombre de gens. Il faut bâtir ce qu'on appelait autrefois un asile de fous. Bon, de nos jours, on n'appelle plus ça comme ça, et puis on voit les choses d'une manière assez différente. Mais enfin, songez au désordre dans lequel pouvait être la société, n'est-ce pas, encore au XVIIIe siècle, et à ceux qui ont voulu mettre un ordre calculable là-dedans, faire régner une raison là-dedans. C'est comme ça que raisonnait Bentham. Il raisonnait ces gens-là de manière parfaitement humanitariste. Et nous n'y voyons, nous ne pouvons presque y voir que les prodromes de la répression moderne. Mais eux ne raisonnaient pas dans ce sens-là. Ils voyaient un ordre à mettre dans les choses. Ils voyaient une prise en charge par l'homme, rationnellement, d'un certain nombre de facteurs qui nécessairement étaient anonymes parce qu'ils mettaient en jeu n'est-ce pas, des tas de choses qui étaient de l'ordre du calcul. Une des preuves de cela, c'est la manière quasi obsessionnelle dont Bentham parle des économies que ferait son projet de prison du point de vue financier. N'est-ce pas? Il s'agit de cela. Mais pourquoi? C'est peut-être pas tellement obsessionnel, n'est-ce pas? Parce que les gens, le gouvernement, ne voulait pas mettre beaucoup dans les prisons. Encore maintenant, c'est comme ça, n'est-ce pas? Parce qu'on pense, après tout, que ces gens qui sont dans les prisons se débrouillent, n'est-ce pas? On ne va pas encore les financer. Alors, voilà, n'est-ce pas? Il s'agissait de faire face à des problèmes parfaitement anonymes, ou des problèmes d'argent, des choses comme cela. Alors, bon, cela ne résout pas du tout la question, n'est-ce pas? Je veux dire par là, il reste valable que le panoptique de Bentham est un exemple frappant des méthodes de répression que nous avons inventées. Ça reste vrai, n'est-ce pas? Et que c'est une institution parfaitement inhumaine. Bon. Les intentions de Bentham ou de Mill lorsqu'il parle de l'organisation sociale, ces intentions étaient parfaitement humanitaires et rationnelles, n'est-ce pas? Et, bon, sur un fond, évidemment, d'imagination, si vous voulez, enfin, il y a un fond d'imagination sadique chez Bentham, visible, c'est clair, n'est-ce pas? Puisqu'il voulait, avant la période du panoptique, et il voulait faire peindre, je crois que je l'avais déjà dit, sur les prisons, des symboles du mal, des squelettes, des choses comme cela, pour bien indiquer qu'ici étaient mis des gens qui avaient commis des fautes contre la société, contre les honnêtes gens, etc., n'est-ce pas? Alors vous voyez d'ici que nous avons un peu dépassé ce genre de choses. Je ne sais pas si les gens sont mieux dans les prisons qu'ils l'étaient à l'époque, mais en tout cas, nous n'avons plus d'idées fantastiques d'humour noir de ce genre-là, n'est-ce pas, lorsque nous envisageons une prison. Alors, je m'aperçois que je n'ai pas beaucoup avancé aujourd'hui, parce que j'ai parlé encore de choses annexes dont je ne voulais pas parler. J'aimerais quand même que nous arrivions dans ce cours
à voir un petit peu l'ensemble du livre de Mill, à le commenter un petit peu, et puis à dire quelque chose, que nous verrons d'ailleurs en partie déjà à la prochaine heure avec séminaire, dire quelque chose des critiques qui ont été faites de l'utilitarisme, notamment par Rawls dans sa théorie de la justice, n'est-ce pas? Et puis tâcher de faire une espèce d'évaluation un petit peu quand même de cette pensée utilitariste par rapport à d'autres théories morales. Malgré tout, n'est-ce pas, je pense qu'il ne faut pas, vis-à-vis de cette pensée utilitariste, avoir une réaction simpliste. J'entends une simple réaction de rejet, comme l'a eu Nietzsche, par exemple. Lorsque nous verrons que pour Mill, l'origine du sentiment de la justice se trouve dans la vengeance, n'est-ce pas, c'est difficile à avaler. Ça a été difficile à avaler pour Nietzsche aussi, cela, n'est-ce pas? Eh bien, il faudra tâcher de comprendre aussi ce qu'il entend par là, ce qu'on pouvait entendre au XIXe siècle par la conservation du droit de propriété, par exemple, les aspects que ça pouvait avoir, n'est-ce pas, les aspects odieux et puis les aspects compréhensibles d'un autre côté, n'est-ce pas, concernant la sécurité, par exemple, qui est le plus grand bien dans la perspective utilitariste, n'est-ce pas, la sécurité des biens et des personnes, déjà depuis Locke en Angleterre. Alors, bien entendu, cette sécurité, elle est très nécessaire, mais elle ne vaut pas grand-chose pour ceux qui, dans cette Angleterre de l'époque, n'avaient aucun bien à conserver, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, je m'arrête là, on va peut-être recommencer à écart avec un autre problème que nous présentera